La cantate de Bicécéro, prologue. Les tueries perpétrées sur les collines de Bicécéro en avril, mai et juin 1994 occupent une place unique dans l'histoire du génocide des Tutsis rwandais. Les dizaines de milliers de personnes qui s'enfuirent vers ces collines situées à Kibuye dans la peur et l'espoir luttèrent jusqu'à leur dernier souffle contre les forces de la mort. Dans un premier temps, Tutsi, Hutu et Twa se défendirent ensemble contre les miliciens de la région. Nombreux furent les assassins blessés ou tués par les résistants en ces premiers jours. Cependant, les nouvelles concernant l'attitude de défi des réfugiés sur ces collines parvinrent aux oreilles du gouvernement. Il devint d'une importance nationale d'éradiquer totalement la résistance à Bicécéro. Des chefs génocidaires expérimentés réussirent à diviser Hutu et Twa avec les Tutsis. Ensuite, des forces considérables furent assemblées. Soldats, miliciens, simples civils, ivres de fureur, furent lancés à l'assaut des collines de Bicécéro, de l'aube au coucher du soleil, jour après jour, pendant 3 mois. Épuisés, affamés, écrasés sous le nombre des 50 000 réfugiés sur ces collines, on estime qu'1 millier seulement survécu à Bicécéro. Sur la colline de Muyira, couverte de forêts et de buissons, vivaient avant le génocide de nombreux hommes forts. Entre buissons et forêts, sur la colline de Muyira reste une poignée d'hommes qui maintenant meurent de chagrin. L'exode vers Bicécéro. Le 7 avril 1994, la nouvelle des premières violences à l'encontre des Tutsis parvint à Bicécéro. Dans les secteurs voisins, des maisons brûlaient. Gishita, où se trouvent la plupart des collines de Bicécéro, fut l'une des premières communes touchées. D'abord furent tués les Tutsis aisés et ceux qui avaient fait des études. Les autres commencèrent à fuir. Ne sachant pas très bien d'où venait l'attaque ni le but de cette violence, les habitants de Bicécéro, Hutu, Tutsi et Twa se rassemblèrent pour défendre leur vie, leur maison et leurs biens. Jadis, dans les massacres de 1973
et 1992, il s'était défendu vaillamment. Il croyait pouvoir faire de même aujourd'hui. Nul ne savait qu'il s'agissait d'une tuerie planifiée et sans autre limite que le cadavre du dernier Tutsi. Un génocide. Après la mort du président Habyarimana, des personnalités influentes de Gisovu ont circulé partout avec leurs voitures pour faire comprendre aux Hutus que leur président avait été tué par les Tutsis. Ils appelaient à la vengeance. D'abord, ils ont brûlé nos maisons, puis ils ont mangé nos vaches. Nous avons fui sur les collines. C'était le 9 avril 1994. Terrifiés par la violence qui se propageait, les habitants grimpèrent à grand-peine jusqu'au sommet des nombreuses collines de Bicécéro. Pour se cacher plus facilement, beaucoup choisirent de se regrouper sur une colline couverte de forêts et de buissons, Moira. C'est là, sur Moira, que les réfugiés livrèrent leur plus grand combat. Là, sur Moira, ils se levèrent remplis d'espoir et de désespoir, donnant, selon les mots d'un des survivants, jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour défendre leur vie. Mon père est venu me demander de conduire immédiatement les vaches sur la colline de Moira. Là, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient rassemblés et qui avaient peur. À partir de ce jour-là, nous sommes restés sur cette colline. Nous passions des journées entières sans manger. Nos vaches n'avaient pas assez d'herbe. Souvent, la pluie tombait et les enfants grelottaient de froid. Souvent, la pluie tombait et les enfants grelottaient de froid. Le 9 avril déjà, des milliers de réfugiés s'entassaient sur la colline. Durant les semaines suivantes, les Tutsis arrivèrent des quatre coins de la région à Bicécéro. Réalisant qu'ils devaient s'unir pour survivre, parmi eux, il y avait les malades, les blessés et ceux terrassés par le chagrin. Il ne faisait aucun doute que le combat serait long et pénible, mais ils n'avaient pas le choix. Bicécéro était le dernier endroit où espérer Akibouye, la préfecture du Rwanda qui comptait le plus de Tutsis. La résistance. Le 9 avril déjà, des miliciens arrivèrent de Gishita pour tuer les réfugiés de la colline de Rurebero à Bicécéro. Les réfugiés n'avaient que des bâtons, des pierres et des machettes pour lutter contre les armes à feu et les grenades des assassins. Mais ils se défendirent. Ils se rassemblèrent sur Mouira et définirent une stratégie de résistance. Amina Dabou Birara, un Abacécéro qui avait pris part aux batailles de 1959, fut élu commandant. Siméon Karamaga, son adjoint. Vers la fin du génocide, Birara fut tué. Siméon Karamaga a parlé de son courage inflexible et de l'esprit de lutte qu'il avait insufflé à tous. Il a également décrit les tactiques militaires qui permirent de tenir bon tout le mois d'avril. En cas de bataille, les réfugiés dévalaient les flancs de la colline à toute vitesse et se mêlaient à l'ennemi. Il était facile de reconnaître les miliciens, car ils étaient vêtus de blanc et portaient des feuillages sur la tête. Lorsque nous voyions arriver les miliciens, je me mettais devant les autres et leur demandais à tous de se coucher.
Les miliciens arrivaient en tirant. J'ordonnai alors aux abassesseros de se lever et de courir pour se mêler aux miliciens. Ainsi, ces derniers n'osaient plus jeter leurs grenades ou tirer avec leurs fusils, de peur de s'entretuer. Notre commandant demandait également aux femmes et aux enfants d'apporter des pierres et des bâtons. Notre commandant demandait également aux femmes et aux enfants d'apporter des pierres et des bâtons. Les hommes qui savaient se battre nous ont classés selon les capacités de chacun. Ils ont groupé les jeunes gens et les hommes forts au premier rang au milieu de la colline. Les filles et les femmes qui ramassaient et entassaient les pierres au deuxième rang. Les vieillards avec tout le bétail au sommet de la colline. Femmes et enfants, vieux et jeunes, tous souffrirent pareillement. Les femmes et les enfants fuyaient en courant. Les miliciens couraient aussi pour nous tuer. Quand ils s'approchaient d'une personne âgée ou d'un enfant qui n'avait pas la force de courir, les miliciens le tuaient immédiatement. Pendant ce temps, d'autres dans les villages démolissaient nos maisons. Des femmes volaient les récoltes et ratissaient nos champs, en sorte que la nuit, descendant la colline, nous ne trouvions plus rien à glaner. Je mangeais des tiges d'arbres quelquefois, pendant que je courais comme un animal. Je tombais sur quelqu'un qui avait reçu des coups de machette et qui respirait encore. Nous n'avions plus beaucoup de force pour combattre. C'était terrible de ramasser des pierres, alors que nos mains saignaient sans arrêt. Quand on les jetait, elles n'allaient pas plus loin que 10 mètres. Nous n'avions pas de force. Nous n'avions pas de force. Les attaques duraient de 9 heures du matin à la tombée de la nuit et se succédaient jour après jour. En dépit de leurs lourdes pertes, les réfugiés étaient de plus en plus nombreux. Tous ceux qui avaient échappé au massacre dans la région rejoignaient leurs collines. Contre la faim et les éléments, contre les miliciens, les réfugiés restèrent organisés, ils restèrent unis. Ils comprenaient parfaitement que c'était leur seule force contre la mort. Souvent, nous repoussions l'ennemi assez loin. J'aimais être devant les autres, mais à un moment, je demandais aux abassesseros de reculer, car nous craignions de nous disperser et de tomber dans la zone de l'ennemi. Le soir, nous nous réunissions sur la colline de Moira. Nous faisions le bilan de la journée. Nous partagions les diverses tâches. Pour avoir la force de combattre le lendemain, nous abattions des vaches très vigoureuses. Nous buvions le lait et nous mangions la viande. Cela nous revigorait. Un groupe était chargé de faire à manger. Un autre groupe veillait pour éviter que l'ennemi nous surprenne. D'autres ramassaient à nouveau des pierres. D'autres, enfin, enterraient nos morts. Même si la pluie tombait sur nous, même si nous ne dormions pas, nous avions le moral. Nous réalisions que l'ennemi reculait, bien qu'il eût des fusils. Le 12 avril, les réfugiés repoussèrent une attaque massive menée par un homme d'affaires de Kigali, Obed Ruzindana, originaire de Gisovu. Obed Ruzindana était arrivé avec 3 bus entiers et 3 véhicules d'Ayatsu, remplis d'Interamwe et d'anciens soldats des phares. Les tueurs étaient à présent mieux organisés, bien armés, et avec la perspective des récompenses matérielles promises par Ruzindana, animés d'une véritable frénésie génocidaire. Mais cette fois encore, la détermination des réfugiés les empêcha de mener à bien leur travail. Ruzindana a garé son véhicule. Les militaires en sont descendus avec leurs fusils. Ils ont tiré sur nous. Nous avons rampé, cela n'a pas empêché certains d'entre nous de se faire tuer. Comme ils approchaient, nous nous sommes mêlés à eux, comme auparavant. Nous nous sommes avancés vers Obed Ruzindana. Obed tirait sur nous, mais nous avons continué à avancer. Il a couru, nous avons couru derrière lui. Il a laissé tomber sa Kalachnikov par terre,
Et il a pris son pistolet, il tirait toujours en courant jusqu'à son véhicule. Il est parti avec les autres d'où ils étaient venus. À coups de pierres et de bâtons, nous avions tué beaucoup de miliciens et des soldats. Nous avons ramassé leurs armes. Le 20 avril, les miliciens persuadèrent les Hutus et les Tois de Bicécéro de changer de camp. Ils quittèrent les collines de la Résistance, la nuit en cachette, et fournirent aux miliciens des informations sur l'organisation des réfugiés, maintenant seuls à Bicécéro. Les génocidaires modifièrent leur propre stratégie. Ils ont mis une grande mitrailleuse au sommet d'une colline et ils ont tiré sur nous à distance. Nous nous sommes repliés sur la colline de Mouira. Ils nous ont encerclés, les uns sur la colline de Rosabo, un autre groupe sur la colline de Moutiti, d'autres à Kazirandimoué, et le dernier groupe montait en venant de Mobuga. Toutes ces collines entouraient la nôtre, Mouira. Alors nous nous sommes divisés en 4 groupes, comme les assassins, et un groupe de filles et de femmes pour rassembler les pierres, mais cela ne suffisait plus. À partir de cette période, beaucoup furent massacrés tous les jours. À la fin du mois d'avril, les réfugiés étaient très affaiblis, humides, brumeuses et froides. Était la saison des pluies, ils avaient faim, soif, ils étaient épuisés, souvent malades. La gangrène achevait les blessés. Les morts s'empilaient au flanc des collines et personne n'avait le temps ni la force de les enterrer de manière décente. La nuit, au péril de leur vie, dans les champs ratissés par les femmes et les enfants des tueurs, ils ramassaient quelques épis de sorgho ou quelques pommes de terre. Le jour, les combats se suivaient et se ressemblaient. Seul le nombre des cadavres ne cessait d'augmenter. Sur la colline de Mouira, couverte de forêts et de buissons, vivaient avant le génocide de nombreux hommes forts. Entre buissons et forêts, sur la colline de Mouira reste une poignée d'hommes qui maintenant meurent de chagrin. Au début du mois de mai, les attaques cessèrent soudainement. Durant plus d'une semaine, la paix régna à Bicécéro. Les réfugiés ne savaient pas qu'il s'agissait seulement d'une phase de préparation. Les génocidaires rassemblaient des renforts considérables bien au-delà de la région. Le massacre le plus brutal n'avait pas encore eu lieu. Entre buissons et forêts, sur la colline de Mouira reste une poignée d'hommes qui maintenant meurent de chagrin. L'implacable massacre. Le vendredi 13 mai marqua le début de la fin pour les réfugiés de Bicécéro. Le massacre du 13 mai révéla les ressources massives dont disposaient les génocidaires et leur résolution implacable d'éliminer jusqu'au dernier Tutsi
de Bicécéro. Des soldats et des miliciens vinrent de Bugarama. À leur tête, le génocidaire le plus connu de Cyangugu, Yusufu Munyakazi. D'autres arrivèrent de Gisenyi, de Ruhengeri et de Gikongoro. Le préfet de Kibuye, Clément Kaishema, et le docteur Gérard Takuritimana, médecin à l'hôpital de Mugonero, se joignirent aux tueurs principaux comme Obed Rosindana. Il commandait maintenant un rassemblement impressionnant de miliciens, de militaires et de membres de la garde présidentielle. Des bandes arrivaient en bus, en camion, en voiture, d'autres arrivaient à pied, en chantant, en sifflant, en tapant sur des tambours. Le massacre commença vers 8 heures du matin et se poursuivit jusqu'à 16 heures. J'ai commencé à courir. Les enfants ont dit en pleurant « Papa, papa, tu nous abandonnes ?» Je suis revenu. J'ai pris les deux plus petits sur mon dos et sur mes épaules. Les autres sont restés là où ils étaient. Les miliciens les ont tués. Ce qui me hante, ces enfants sont peut-être morts en pensant que je les ai abandonnés. Je n'avais aucun moyen de les prendre ou de les cacher. Maintenant, mes 6 enfants sont morts. J'ai vu ma femme par terre. Elle avait reçu des coups de machette. On l'avait déshabillée. Elle m'a regardé pour me dire adieu. J'ai pleuré, puis je suis allé chercher des feuilles d'arbre pour la couvrir, car elle était nue. Puis je suis allé chercher de l'eau pour lui donner à boire. L'eau était très sale. Quand les miliciens lui ont donné des coups de machette pour la 3e fois, elle est morte. Le soir, quand les miliciens sont partis, quelqu'un m'a dit que ma mère et tous les membres de ma famille étaient morts. J'ai cherché partout sur les collines, les cadavres. J'ai fouillé partout. Je voyais des gens découpés à la machette qui se demandaient l'un à l'autre « Et toi, tu n'es pas encore mort ?» Je suis tombée sur le cadavre de ma mère qui portait ma petite sœur sur le dos. Elles étaient mortes. À côté de ma mère était mon grand frère. Il respirait encore. J'ai réalisé que ma mère allait être dévorée par les chiens alors qu'elle m'avait allaitée. Elle n'avait plus d'habits. Elle n'avait plus d'habits. Le désespoir m'a envahi. Certains des survivants se réunirent à Gaino. Ensemble, ils pleurèrent les morts de leur communauté. Les cadavres de leurs amis et de leurs familles jonchaient le sol, nus et mutilés. Ont été tués le 13 mai 1994 sur les collines de Bicécéro. 20 à 25 000 personnes, mais les tueurs déjà préparaient leur retour. Dès l'aube, ils lancèrent une attaque. Les miliciens nous poursuivaient en criant « Voilà ces gens qui nous empêchent de recevoir notre récompense d'Obed Rosindana. » J'ai reçu une balle au genou, mais j'étais encore capable de marcher. Je me suis caché dans les buissons. Les miliciens ont mis le feu aux broussailles pour me tuer. Dans la fumée, je suis parti me cacher ailleurs. 2 mois sans me laver, je suis resté à Bicécéro,
entouré de cadavres. Je ne trouvais ni à manger ni à boire. J'étais très maigre. Mes cheveux étaient sales. Ma peau avait des écailles. Bien que ce massacre fût tout aussi cruel que celui de la veille, les survivants se souviennent surtout du 14 mai, comme du jour où ils retrouvèrent les corps de leurs êtres chers. Je suis tombé sur une robe de ma fille. J'ai cherché, fouillé parmi les cadavres qui se trouvaient tout près. J'ai vu un corps qui n'avait plus de pieds et dont la tête avait été coupée. J'ai bien observé. J'ai vu que c'était ma femme couchée avec l'enfant, morte elle aussi. J'ai été chercher l'oncle de ma femme pour qu'il m'aide à les enterrer. Lui et moi avons jeté un peu de terre sur les cadavres. Nous n'avions pas la force de creuser une tombe. Entre buissons et forêts, sur la colline de Muyra, reste une poignée d'hommes qui maintenant meurent de chagrin. Sur la colline de Muyra, couverte de forêts et de buissons, vivaient avant le génocide de nombreux hommes forts. L'agonie. Le reste du mois de mai, les réfugiés subirent des attaques répétées. Nombre de tueurs importants étaient sur place. Ils vérifiaient si les miliciens menaient à bien le travail qui leur était assigné. Sous les pluies torrentielles, avec la faim, le froid, le désespoir, l'issue semblait inévitable. Cependant, les chefs de la résistance les encourageaient toujours à se défendre, et tous ne mourraient pas. Vers le 20 mai, les miliciens sont venus à bord de véhicules Toyota. Épuisés, nous n'avons pas couru. Ils ont tué à la machette ceux qu'ils capturaient. Alors, nous avons décidé de courir droit vers les chefs des miliciens, là où ils aimaient s'installer, à Kunama. Plutôt mourir d'une balle, disions-nous. Les miliciens ont tiré beaucoup, car ils voyaient que nous voulions attaquer leur chef. 80 personnes sont tombées immédiatement. Je courais, machette à la main, et je voyais les grands tueurs. Youssoufou, en position de tir. À côté de lui, Obed Rosindana et Mika. À ce moment, notre commandant, Birara, nous a demandé de reculer. Beaucoup déjà étaient morts. Je suis allé me coucher dans un buisson. Ce jour-là, j'ai eu de la chance. Mes habits étaient déchirés, mes pieds gonflés. Je n'avais rien à manger. Le soir, quand les miliciens rentraient à la maison, je parcourais les collines en cherchant les ruisseaux. Tous les ruisseaux de Bicécéro étaient remplis de cadavres. L'eau était rouge. Mais je n'avais plus la nausée. J'avais l'habitude maintenant de voir des cadavres. J'y bu de cette eau. Même quand j'y ai vu des morceaux de cadavres, de membres de ma famille. Nous étions peu nombreux à survivre. Ceux qui avaient un peu de force combattaient encore. Pendant que nous combattions, je pensais que les soldats du FPR viendraient nous libérer. L'eau des ruisseaux était devenue du sang. Je ne pouvais pas boire. Les cadavres sur les collines étaient gonflés. La pluie tombait sur nous. Nous couchions dans les buissons parmi les corps en décomposition. J'ai vu les chiens dévorer les cadavres. J'ai vu les corbeaux qui leur mangeaient les yeux. Personne n'avait pitié de nous. Les femmes des tueurs volaient les habits sur les cadavres. Chaque jour, les miliciens venaient pour nous tuer.
Il nous suppliait de ne pas courir pour nous abattre facilement et obtenir les récompenses d'Obed Rosindana. Dans notre situation, nous aurions pu nous regrouper et demander aux miliciens de nous massacrer tout de suite. Mais nous avons décidé de continuer à courir et à combattre jusqu'à la fin. Vers le début du mois de juin, les vieillards, les femmes et les enfants étaient presque tous morts. Des milliers d'hommes également. La situation des jeunes gens et des hommes survivants était si désespérée qu'ils se battirent sans plus se soucier des pertes. Nous avions 15 fusils appartenant aux assassins que nous avions tués. Pour chaque fusil gagné, beaucoup d'entre nous mouraient. Pendant ce mois de juin, les assassins venaient nombreux et de loin, par bus ou dans les véhicules des autorités, pour voir ces Tutsis de Bicécéro qui résistaient encore. Comme nous n'avions plus rien à perdre, nous combattions en connaissance de cause. La férocité des tueurs n'était pas lassée. Obed Rosindana et son père, Eli Murakaza, encourageaient et dirigeaient les miliciens. Parmi les assassins notables figuraient également le docteur Gérard Takerutimana et Alfred Moussema, ainsi que le ministre de l'Information du gouvernement intérimaire, Eliezer Nitegeka, originaire de Gisovu. Le 3 juin, j'étais caché dans un buisson. Obed Rosindana a amené les miliciens et les soldats pour nous massacrer. À 15 heures, ils ont arrêté la chasse aux Tutsis. Obed les a rassemblés dans la cellule de Nyarutovu. Les soldats comme les miliciens, il leur a donné de l'argent. Comme je n'avais plus la force de combattre, je me cachais dans les buissons. Un jour, je me trouvais à un endroit nommé Muyoboro. Là, il y avait une grande pierre que les miliciens utilisaient pour aiguiser leurs machettes. Cette pierre est toujours là. Tandis que j'étais dans ces buissons, les tueurs sont venus pour affûter leurs armes. Avec eux, Obed Rosindana. Il les encourageait. Il disait qu'ils devaient travailler jour et nuit. Il disait qu'il fallait exterminer tous les Tutsis avant l'arrivée des Français. Il ordonna aussi de brûler tous les buissons. Comme je ne trouvais plus de cachette, je me suis couché sous les cadavres. Il y avait une odeur horrible. Je ne respirais pas. Les insectes venus dévorer les corps me piquaient cruellement. Je ne bougeais pas. Dans un buisson, près de la route, j'étais caché. J'ai entendu quelqu'un qui disait « Monsieur le préfet, est-ce que vous pensez qu'il y a un Tutsi qui va en réchapper aujourd'hui ?» Le préfet a répondu en riant « Ici, c'est un très bon jeu, c'est très bien de venir y assister tous les jours. » Il a encore ajouté « Le bourgmestre de la commune de Gishita a mieux travaillé que celui de la commune de Gisovu. Le bourgmestre de la commune de Gishita a mieux travaillé que celui de la commune de Gisovu. » Un milicien a macheté ma femme, puis il a introduit un bambou bien taillé dans son vagin. Il l'a enfoncé profondément, de façon qu'il arrive dans son ventre. L'enfant qu'elle portait sur le dos était tombé par terre. Il criait « Papa, maman !» Les miliciens ont vu l'enfant. Ils l'ont tué en disant « Il ne faut pas laisser vivre un enfant de cafard. » Entre buissons et forêts, sur la colline de Muyra, reste une poignée d'hommes qui maintenant meurent de chagrin. Muyra, 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 Muyra,
sur la colline de Muyra, couverte de forêts et de buissons, vivaient avant le génocide de nombreux hommes forts. Les soldats français. À la fin du mois de juin, sur ces collines, se trouvaient encore 2000 personnes vivantes. Le 26 juin, dans le cadre de l'opération Turquoise, des soldats français en reconnaissance passèrent à Bicécéro. Quelques survivants se risquèrent à sortir de leur cachette pour demander aide et protection. Je suis sorti des buissons. Les 2 premières voitures ont refusé de s'arrêter alors que j'appelais au secours en français. Je suis allé au milieu de la route pour arrêter les 2 voitures qui suivaient. Les soldats ont refusé de m'écouter, car ils écoutaient un enseignant qui les accompagnait, un milicien, Twagirayezu. Twagirayezu leur disait que nous étions en sécurité, que nous n'étions pas menacés, mais que nous semions des troubles dans la région. Comme les Français ne m'écoutaient pas, j'ai appelé les Tutsis à sortir des buissons. J'ai montré aux soldats les blessés par balles et les blessures ouvertes à la machette. J'ai montré des cadavres. Les soldats français nous ont observés, ils ont pris des photos, ils nous ont dit de rester cachés et qu'ils reviendraient. Ils sont partis sans nous laisser la moindre protection. Tout de suite après leur départ, le docteur Gérard est venu avec ses miliciens. Ils ont exterminé toutes les personnes qui étaient cachées là avant l'arrivée des Français. Des 2000 survivants de Bicécéro, les Français ne trouvèrent plus que 900 environ quand ils revinrent le 30 juin, 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. Il est difficile de comprendre pourquoi, devant l'horreur de la situation, aucun soldat ne fut laissé pour protéger les survivants. Il est difficile d'imaginer pourquoi il leur fallut revenir 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. De retour, les soldats donnèrent aux survivants de la nourriture et des vêtements. Ils évacuèrent blessés et malades vers Goma. Cependant, aucune mesure ne fut prise à l'encontre des criminels. Les assassins conversaient souvent avec les Français. Moussema revint 2 fois à Bicécéro après l'arrivée des soldats français. Tout le monde se mit à crier « C'est un tueur, il ne peut pas entrer dans le camp ». Et lui disait aux soldats français « Pourquoi protéger ces Tutsis? Ce n'est pas nécessaire, le pays est sûr. » Moussema est arrivé. Nous avons dit aux Français « C'est un tueur ». Ils ont demandé à quelques survivants de témoigner, puis ils le laissèrent partir. Les relations entre survivants et soldats français se détérioraient. Ils nous ont proposé de rester avec eux ou de rejoindre la zone du FPR. Tous les gens ont choisi de partir dans la zone du FPR. Alors, les soldats français se sont fâchés.
Ils ont arrêté de nous donner à manger. Ils ont arrêté de nous donner à manger. Épilogue. Les organisateurs du génocide à Bisesero ont fui le Rwanda en juillet 1994. Ont été arrêtés et condamnés par le tribunal international des Nations Unies d'Arusha, Tanzanie, Clément Kaishema, préfet de Kibuye, Obed Ruzindana, homme d'affaires, Alfred Moussema, directeur de la fabrique de thé de Gisovu, ont été arrêtés et transférés au tribunal international des Nations Unies d'Arusha, où ils attendent d'être jugés en première instance ou en appel. Gérard Takirutimana, médecin. Eliezer Nitegeka, ministre de l'Information. Mika Muimana, conseiller du secteur de Gishita. John Yusufu Munyakazi, chef des miliciens de Bugarama. Emmanuel Dindabaizi, ministre des Finances. Elisaphan Takirutimana, pasteur et président des adventistes de Kibuye, qui poussa la rage meurtrière au point de faire écrouler son temple sur les Tutsis qui s'y étaient réfugiés. Sont encore en liberté Charles Sikubwabo, bourgmestre de Gishita, Alois Dimbati, bourgmestre de Gisovu, et bien d'autres responsables du génocide à Bisesero. Les survivants aujourd'hui ne possèdent rien, si ce n'est la compagnie et le soutien des autres rescapés. Sur la colline de Nyankomo, en face de Muira, se dresse le mémorial de la résistance. Là où vécurent des hommes, il n'y a plus que des pierres, des crânes, des os. Recensement préliminaire des victimes du génocide à Bisesero. 1. Commune Gishita. 1. Secteur Bisesero. 1. Cellule Nyarutovu. Innocent Muganga, 44 ans, éleveur, marié. Marianne Mukamunana, 41 ans, cultivatrice, mariée. Béatrice Uzaiseng, 18 ans, étudiante, célibataire. Eugénie Mukangoga, 16 ans. Corneille Ouimana, 14 ans. Vincent Muganga,
12 ans. Chantal Ouanyirikira, 9 ans. Apollinaire Semoutkoua, 82 ans. Éleveur, marié. Adèle Niramahe, 70 ans. Cultivatrice, mariée. Basile Moudengue, 28 ans. Cultivateur, célibataire. Gaspard Nhoussi, 33 ans. Éleveur, marié. Catherine Moukassine, 12 ans. Virginie Mkangoga, 9 ans. Éric Nchimye, 6 ans. Eugène Biwangali, 4 ans. Charles Rwamanwa, 64 ans. Éleveur, marié. Madeleine Moukaruziga, 56 ans. Cultivatrice, mariée. Casimir Moussabimana, 24 ans. Cultivateur, célibataire. Célestin Tquanille, 58 ans. Éleveur, marié. Léocadie Miravititawayo, 54 ans. Cultivatrice, mariée. Claver Daïman, 26 ans. Éleveur, célibataire. Xaver Nyirabahutu, 78 ans. Cultivatrice, veuve. Romoulise, 33 ans. Cultivateur, célibataire. Mukhabuter, 41 ans. Cultivatrice, divorcée.